Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle formation initiation découverte d'ITEROP. On va attendre juste 1 ou 2 minutes parce que je vois qu'on a quelques retardataires. On attend aujourd'hui, je pense, une cinquantaine de participants, donc c'est une grosse session. On va laisser un peu de temps pour que tout le monde se connecte. Vous avez un chat aussi à disposition en bas à droite pour nous dire si déjà vous nous entendez correctement. Voilà, donc je vous invite à vérifier que vous nous entendez correctement. Donc pour la partie, on aura une session qui sera divisée en 2 parties aujourd'hui. Donc une première partie plutôt présentation générique du produit, des use cases clients, les problématiques auxquelles on répond, et une deuxième partie plus pratique à laquelle là vous pourrez, ce sera utile d'avoir 2 écrans. C'est OK pour le son, donc super. Super, super. OK, nickel. Donc normalement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez dû recevoir également des accès à la plateforme pour la deuxième partie de cette session. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire directement et j'irai gérer la partie logistique pour les accès, il n'y a pas de souci. Donc on a le temps de voir ça. Le mail pour l'invitation a été envoyé sur l'adresse mail qui a été utilisée pour l'inscription. Oui. S'il y a des personnes qui avaient 2 boîtes mail ou qui s'étonnent. Oui, oui, tout à fait. Donc, normalement, c'est le même mail, celui que vous avez utilisé pour vous inscrire. Vous avez reçu les accès sur cette boîte email. Bon, on va démarrer tranquillement. Donc aujourd'hui, nous serons 3 pour vous accompagner durant ces 2 heures. On fera une petite pause, je vous rassure. Je vais laisser la parole à Romain pour la première partie. Et voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition via le chat. Et bonjour à tous. Donc, comme disait Marilou, merci Marilou, la présentation d'aujourd'hui sera découpée en 2 temps. Le premier temps sera une introduction un peu qui nous sommes, notre vie, notre histoire. Ensuite, qu'est-ce que le business process management à travers ITEROP, qui est le sujet aujourd'hui, quelques cas d'usage de nos clients et utilisateurs, rapide démonstration du produit. Et à la suite de quoi, donc je laisserai la main après la pause à Ali, qui est à ma droite, pour une présentation de qu'est-ce qu'on appelle, nous, le cycle de vie d'un processus, et ensuite un atelier sur lequel vous pratiquerez directement sur notre plateforme pour créer votre premier processus avec ITEROP. N'hésitez pas à poser des questions tout au fil de la présentation et interrompez-nous. Oui, et si vous voulez, on peut même ouvrir les micros, il n'y a pas de souci, c'est totalement interactif, hein, profitez-en. Donc, pour me présenter, donc moi je suis Romain Malher, je fais partie de l'équipe commerciale d'ITEROP chez Dassault Systèmes et je serai votre évangéliste de la digitalisation des processus aujourd'hui. Et je suis Heidi aussi, donc je serai là essentiellement pour la deuxième partie pour vous montrer un petit peu comment créer votre premier processus. Et moi, je ne suis pas Olivier Puzzi parce que notre cher ami est malade aujourd'hui, donc je le remplace au pied levé. Avec plaisir. C'est merveilleux. Donc nous faisons tous partie de l'équipe ITEROP chez Dassault Systèmes. Donc ITEROP, c'est une société qui produit des solutions de digitalisation de workflow, digitalisation de processus depuis plus de 10 ans, avec plus de 80 000 utilisateurs dans le monde. Une solution développée et hébergée entièrement en France, avec plus de 20 000 processus qui tournent chaque jour, à travers plus de 200 clients dans 12 industries, du retail à l'aéronautique, spatiale, automobile, défense, business services, public services, dans le milieu du bancaire également. Finalement,
quelle que soit l'industrie, on peut imaginer qu'il y a un processus. Alors, ce que j'aimerais bien faire, Marie-Lou, si c'est possible, tu m'avais dit que oui, c'est de commencer par un petit jeu, pas commencer à endormir tout le monde avec des magnifiques slides marketing. Euh, et je vais vous demander simplement de lever la main ou comment ça marche. Oui, vous pouvez lever la main. Par exemple, on va dire que ceux qui ont plutôt des problématiques autour de la perte de temps, vous pouvez mettre un emoji que je vais vous adresser tout de suite dans le chat. Et je vais mettre 2 emojis, un pour la perte de temps et un pour le manque de suivi. Voilà, manque de suivi. Et comme ça, vous pouvez répondre soit par un emoji, ou alors nous dire directement si vous êtes Ou plutôt dites-nous concerné. oui dans le chat aussi, hein. A priori, toutes ces problématiques font partie de votre quotidien. Bon, j'ai pas accès au chat, mais est-ce qu'on a des réponses? On a manque de suivi, qui revient pas mal. Finalement, tout ça, c'est des dénominateurs communs qui font que se poser la question d'un outil qui donne tout simplement la bonne tâche à la bonne personne au bon moment, avec la bonne information, est une bonne idée, une bonne question à se poser. Iterop, c'est pas un logiciel au final. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la démarche, cette démarche de digitalisation qui s'appuie sur les processus au service des utilisateurs. Cette démarche, finalement, c'est ce qu'on appelle, nous, la sérénité. C'est ce qui va vous permettre de gagner du temps, gagner en transparence, pardon, d'améliorer le suivi qui, a priori, vous fait bien réagir aujourd'hui, et de finalement capitaliser sur le savoir-faire de vos équipes en s'appuyant sur leur propre processus. C'est vrai que, pardon, je t'interromps, mais il y a le respect des processus aussi. Effectivement, le fait d'avoir des processus rigides, mais aussi évolutifs. Mais voilà, ça va garantir le fait que le process est bien respecté. Bien respecté, ça évite d'avoir des processus comme on les connaît tous, des procédures qui sont imprimées sur une belle feuille A4, agrafées, mis dans un classeur, dans un bureau, et on espère qu'ils sont respectés. On va vous montrer un petit peu ça après, à travers la démonstration, pardon. Donc, nos utilisateurs, on en parlait, ils sont nombreux. Ils sont à la fois qualiticiens, DSI, dans le bancaire. Ils peuvent être aussi biologistes ou encore commerciaux. On va sécuriser des réclamations clients en gagnant du temps et en gagnant de l'efficacité sur l'exécution de notre procédure. Chez l'Automobile Club du Luxembourg, en réduisant le temps de traitement de nos réclamations de 39 à 3 jours. On va réussir avec le Crédit Agricole à être la première banque à proposer des prêts garantis par l'État, alors même que tous ces conseillers bancaires l'ont appris en même temps que nous tous à la télé. Nos biologistes, ils vont utiliser la force de la digitalisation des processus pour tracer et améliorer drastiquement la traçabilité de leur procédure de dépistage Covid, en faisant évoluer leur processus au gré de la pandémie, avec des nouveaux variants, des nouvelles méthodes de test, dans des nouveaux établissements, des écoles, des pharmacies, des EHPAD. Ou encore chez Danone, créer des nouveaux points de vente pour améliorer la couverture de la marque en mettant à disposition finalement des produits dans des pharmacies et en divisant la charge administrative de leurs commerciaux par 2, tout en divisant par 6 le traitement des demandes. Ça, ce sont quelques exemples. On peut étendre ça à de très nombreux métiers. Je ne parle pas de secteur d'activité, je parle ici vraiment de métiers, que ce soit de la logistique, de la qualité, du système d'information, de la conduite de vos opérations, ressources humaines, finances, vente, marketing, achat. Tout ça peut être couvert par la solution Iterop de digitalisation de processus. On emploie des mots très barbares ici, mais au final, c'est pas plus compliqué que ce que vous feriez sur un tableau blanc, avec des boîtes, des flèches, des portes logiques qui vont me permettre de conditionner l'exécution de mon processus. Le tout, finalement, en prenant en compte tout mon écosystème applicatif, tout mon écosystème, finalement, qu'il soit IT avec les solutions que j'ai déjà déployées,
et humain, avec des personnes qui collaborent déjà entre elles, en s'envoyant des emails, en se faisant passer des bouts de papier sur les bureaux, en essayant de respecter des procédures qui sont dans des cartons. Ce qu'apporte cette démarche par les processus et la solution Interop, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure la sérénité, c'est des nouvelles manières de collaborer, que finalement tout roule au mieux en entreprise. Quand je parlais de prendre en compte l'écosystème applicatif, c'est un peu barbare. C'est tout ça pour dire que vous avez déjà des applis métiers, des applis qui sont dédiées, soit pour faire la signature électronique, de la collaboration sociale, de la gestion documentaire, ou des outils métiers pour des achats, de la finance, de la facturation. L'idée derrière ça, c'est de faire circuler l'information entre les différents acteurs, utilisateurs, managers, pour donner de la visibilité et du suivi, mais aussi faire circuler cette information dans l'écosystème applicatif de votre organisation. Je vous propose de pas prendre plus de temps sur ces explications et ces présentations, et c'est d'aller directement dans la 3D Experience Platform, là où vous irez tout à l'heure pour vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble. Marilou, est-ce que tu sais me dire, un, est-ce qu'il y a des questions, et deux, est-ce qu'on voit bien mon écran en partage? Oui, on voit bien ton écran, et pour l'instant, on n'a pas de questions, donc je pense que les gens attendent aussi de voir. De voir, eh bien, voyons. Eh bien, voyons. Donc là, je suis dans la 3D Experience Platform, et ce que je vais vous montrer, c'est 3 rôles qui permettent de dessiner les processus et de déployer vos applications métiers sur mesure. Un rôle qui va vous permettre de réaliser vos tâches et de suivre votre activité au quotidien. Et un rôle qui va vous permettre d'analyser la performance de vos processus et de rentrer dans cette boucle d'amélioration continue. Donc, je suis dans la 3D Experience Platform. Je me suis connecté avec mes identifiants. On voit ici que je suis identifié. Et je vais retrouver tout un certain nombre d'applications, cette 3D Experience Platform. Il y en a beaucoup chez Dassault Systèmes qui permettent de faire soit des outils métiers, traditionnellement sur de l'ingénierie, et maintenant beaucoup plus centrés sur la collaboration, de la collaboration sociale, mais aussi de la collaboration structurée et orchestrée par les processus à travers les rôles business process play, business process design et business process watch. La première étape, souvent, c'est le design. Je vais pouvoir ici modéliser mes processus, les dessiner, comme je vous disais tout à l'heure, de manière pas plus compliquée qu'un tableau blanc, et venir finalement rajouter des tâches et rajouter mes boîtes, mes flèches, mes conditions. Je vais pouvoir gérer le déploiement de ces applications. Je l'ai dessiné, je veux en faire quelque chose. Donc, gérer un déploiement, ça veut dire qui a le droit d'utiliser cette application. Donc, si je cherche ici un processus qu'on va regarder juste après, mes demandes d'achat, je sais que Adrien a le droit de lancer ce processus, Olivier, Ali, ou bien tous les commerciaux de mon organisation. Ça, c'est pour la partie design. À partir de là, mon processus, il est déployé, il est utilisable. On va voir tout ça avec Ali juste après dans le cycle de vie du processus. Business Process Player, c'est là où je vais les lancer, ces processus. Je vais les utiliser. Donc, si je veux faire une nouvelle démo en français sur un processus de demande d'achat, je vais arriver sur ce formulaire qui a été configuré dans le design. Je vais renseigner des informations, nom, prénom, email. Je vais renseigner la nature de ma demande et faire une demande d'achat de crayon. Pourquoi pas? Soyons très génériques. On a tous déjà utilisé un crayon. Il y a bien quelqu'un qui l'a acheté à un moment donné. Donc ce type de produit est quand même relativement utile. Il répond à certains codes budgétaires. Je me laisse guider par l'application. Et l'achat de crayon, c'est géré par cette personne en validation. Les seuils de validation ont été paramétrés, customisés entièrement sur mesure dans l'application design. Et finalement, j'évite
les erreurs de saisie, j'évite les erreurs d'aiguillage dans mon processus en guidant mon utilisateur. C'est une charge récurrente. Le montant de de mon achat de crayon, ce sera 2500 €, qui fait que je vais solliciter la validation de niveau 1. Ma demande n'est pas urgente, j'en ai encore, et je vais pouvoir rajouter des pièces jointes à ma demande pour pouvoir la motiver et la justifier un petit peu. Et c'est tout. Je remplis mon formulaire, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais ensuite recevoir des tâches groupées par processus. Je suis intervenant dans plusieurs processus, donc je peux faire des purchase requests, je peux faire des demandes d'achat. J'ai des processus aussi de ticketing. Tous ces processus, toute cette cartographie qu'on a vue tout à l'heure, je vais les retrouver ici. Donc j'ai reçu il y a 5 secondes la tâche de validation responsable parce que je suis le valideur de premier niveau. Je retrouve toutes les informations de ma demande que je peux compléter, que je peux accepter, refuser avec des champs qui vont être dynamiques ou, pourquoi pas, demander la modification du montant parce que le montant de dépense est trop cher pour aujourd'hui. Et pardon, je rebondis, mais sur les circuits de validation notamment, je reprends un peu ma casquette marketing, mais on va dire que par rapport à d'autres solutions, on va dire workflow que vous avez pu croiser, on va dire que la force d'Iterop, c'est la complexité des circuits de validation que vous allez pouvoir vous-même créer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité par l'outil. Ça correspond vraiment à la réalité de ce qui se passe chez vous et vous ne serez pas bridé par l'outil en termes de circuit de validation. J'insiste parce qu'on a souvent la question. Tout à fait. Là, ce qu'on montre, c'est finalement ce processus que je peux afficher. C'est un processus relativement simple avec 2 niveaux de validation humaine, niveau 1, niveau 2 en fonction du seuil. Il n'y a pas longtemps, avec Ali, on a fait une démonstration et un modèle personnalisé. C'est souvent un peu la suite de ces initiations. On propose de valider un peu votre cas d'usage sur votre propre processus, pardon. On a fait une validation de facture à 6 niveaux parce que l'entreprise avait ses spécificités. Il y avait 6 niveaux de validation et certains niveaux avaient des branches parallèles avec de validation en même temps. On s'adapte au processus de l'entreprise. On fait du sur-mesure. Toutes ces tâches que je vais réaliser, on parlait de manque de suivi tout à l'heure, ça je l'ai bien entendu. On va pouvoir les monitorer dans un tableau et par exemple sur ces processus de ici, demande suivi de ticketing, par exemple, on a vu tout à l'heure que j'avais 2 tâches en cours. Je vais voir toutes mes demandes, celles qui sont en cours et ou terminées, et je vais pouvoir avoir une traçabilité complète de ce qui se passe. Si je rentre un petit peu dans le détail, voir que sur ce processus, qui a fait quoi, à quel moment, avec quelle information. Tout ça, c'est lié au suivi au quotidien. Maintenant, si je veux prendre un peu de recul sur mon activité et comprendre ce qui se passe au-delà de le voir, je vais pouvoir monitorer à haut niveau ces demandes et me créer des tableaux de bord sur mesure basés sur mon processus. Le tout en quelques clics. On ne le montrera pas aujourd'hui, je crois, mais voilà, ce sera l'occasion de le creuser à la suite de la démo ou s'il y a des questions particulières, on pourra bien évidemment y répondre. Donc, premier élément de Business Process Watch, ce rôle d'analyste, c'est le pilotage par les KPI, mais aussi et surtout, finalement, me dire j'ai besoin d'auditer mon processus de demande d'achat sur une période donnée, un mois glissant, peut-être pas beaucoup, peut-être pas pertinent, donc peut-être plutôt l'analyser sur un an glissant. Ici, on voit que mon processus a été lancé 47 fois, que j'ai 44 processus qui sont terminés. Temps minimum, temps maximum, temps moyen d'exécution, avec quels sont les différents acteurs de ce processus, avec un détail de la performance par tâche, et surtout ce que moi j'appelle révéler l'invisible, comprendre ce qui se passe vraiment dans mon processus. Ici, sur un an, si je clique quand même sur un mois, on voit que je vais pouvoir auditer moi-même mon processus sans passer par des entreprises tierces qui vont me donner un résultat
qui sera peut-être déjà faussé dès l'entrée, et fouiller, me dire, j'ai 43%, on voit bien l'écran, 43% de mes demandes qui nécessitent une modification. Et donc là, la perte de temps. 43%, ça fait beaucoup. Je vais pouvoir voir que le temps moyen de certaines tâches. Ici, on voit que le temps moyen de validation de mon responsable, c'est 2h50. C'est pas mal. On voit que le temps de validation du N+1, c'est 12h17. Ça fait beaucoup dans la conduite de mes opérations. Donc là, je vais pouvoir le voir, je vais pouvoir l'identifier et me poser la question, 1, est-ce que c'est normal? 2, est-ce que je peux pas mettre des choses en place? Et donc, faire cette boucle d'amélioration continue, aller voir les personnes impliquées parce que je sais les identifier et revenir dans le design pour modifier mon processus. Est-ce que ça a généré des questions, Marie? Sinon, c'est que j'ai été clair. Non, pas pour le moment. N'hésitez pas d'ailleurs. Très bien. Si j'ai pas de questions, c'est que c'est clair, c'est très bien. Voilà, donc ça c'était un petit tour d'horizon. Design, je modélise et je déploie mon application sur mesure, adaptée à mes besoins. Play, je me base sur mon processus pour exécuter mes tâches au quotidien et suivre mon activité. Et enfin, Watch, ce rôle d'analyste qui va me permettre d'auditer moi-même mes processus et de rentrer dans cette boucle d'amélioration continue. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on fait une pause de 5 minutes, le temps de vérifier la logistique, les accès de tout le monde? Oui. Si le temps qu'Ali aussi fasse Change d'écran. reprenne le contrôle. Si certains d'entre vous, donc l'exercice d'après, normalement, vous allez commencer à créer en même temps que Ali leur donne les consignes dans son rôle professoral. Si vous n'avez pas d'accès à la plateforme, n'hésitez pas à m'écrire directement et je vous l'écris. Mais normalement, tout le monde a reçu un mail pour accéder à la 3D Experience plateforme. Et la première étape, c'est effectivement de créer un compte. Il y a plusieurs champs à remplir et ensuite vous pouvez rentrer dans l'espace dédié à la formation d'aujourd'hui, espace auquel vous aurez accès pendant 30 jours. Après aujourd'hui, vous pourrez aussi pratiquer après la formation. Alors, il y a une question de Virginie sur l'intégration avec les autres outils. Il y a Rosine qui aimerait qu'on revienne sur la démo et des personnes qui n'ont pas reçu le lien. Alors, est-ce que au niveau timing, est-ce que j'ai... On est en avance. On est en avance. Je peux revenir un petit complément. Récap. Tu veux prendre les questions, tu commentes? Je te guide en même temps à effectivement, donc sur la partie intégration avec les autres outils, c'est vrai qu'on a présenté un petit peu rapidement ce à quoi on était capable de se connecter. On l'a vu rapidement dans la slide de Romain avec les différentes autres applications, tout ce qui est du Microsoft, du Google, vos CRM, vos outils de gestion documentaire et autres. Alors, comment ça se modélise côté Iterop? Eh bien, c'est assez simple. En fait, on a une partie entière qui est dédiée aux connexions aux autres outils. Donc voilà, exactement, c'est côté design. Vous avez une partie qui s'appelle service et où là, on va avoir déjà une bibliothèque assez fournie pour tout ce qui concerne les connexions aux autres outils de la 3D Experience Platform. Où là, donc, ce sera vraiment de la connexion, vous aurez pratiquement rien à configurer, ce sera vraiment quelque chose de natif. Donc, si vous avez déjà des outils DS, vous allez pouvoir vous y connecter de façon très simple avec Iterop, sachant que déjà dans la 3D Experience Platform, on a de la gestion documentaire, donc du Drive, on a d'autres outils de collaboration, de gestion de projet ou autres. Et après, vous avez un champ, donc une partie, c'est ce que montre actuellement Romain, où vous pouvez faire des connexions personnalisées. Donc, à n'importe quel outil qui dispose d'API, c'est-à-dire des connexions qui permettent de communiquer vers l'extérieur, eh bien, Iterop va être capable de s'y connecter et donc de venir en recevoir et y pousser de l'information. Donc, voilà, l'interface est relativement simple. Vous voyez qu'ici, on a des exemples de connexion à Microsoft, mais aussi à tout autre type d'outils. Et donc là, la question qu'il faut vous poser pour savoir si vous êtes en mesure, de connecter vos outils à Iterop, elle est assez simple. C'est tout simplement de
vous demander ou de demander aux responsables de ces outils-là dans votre entreprise si ces outils disposent de connexion API. À partir du moment où vos outils disposent de connexion API, nous, après, on est tout à fait capable de nous y connecter et de venir faire circuler l'information entre ces différents services. Alors, on a une autre question, Ali. C'était les données Interop sont-elles stockées au sein de la plateforme Interop ou bien d'un collaborative space de la 3D Experience? Alors, ça dépend ce que vous entendez par les données Interop. Si on parle, par exemple, des données d'exécution des processus, c'est-à-dire ce que montrait tout à l'heure, voilà, Romain, le suivi, etc. C'est-à-dire voilà la liste des tâches, les différents documents que vous pouvez venir renseigner dans vos formulaires, l'état d'avancement de vos processus, tout ça c'est complètement intégré à Iterop. En revanche, vous pouvez utiliser certains atouts de la 3D expérience pour venir compléter en fait cette gestion de données. Notamment, comme j'ai cité tout à l'heure, il y a le 3D Drive qui vous permet en fait d'avoir une gestion documentaire beaucoup plus poussée que ce qu'on pourrait faire sur Iterop. Et donc là, effectivement, on a des connexions natives qui peuvent se faire entre Iterop et 3D Drive, qui est une application dédiée de gestion documentaire. Un autre complément, donc c'est toutes ces données qui sont stockées dans la 3D Experience plateforme, qu'elles soient des données de type engineering ou des données, comme disait Ali, dans un drive, donc des PDF, etc. On peut les faire circuler à travers le search natif de la 3D Experience. Et si par exemple je veux ajouter à mon processus la validation d'un design, pourquoi pas, je vais pouvoir attacher ce design directement à ma demande de validation. Demande de validation, quelle qu'elle soit. Alors, Rosine, vous aviez une question, vous vouliez qu'on revienne sur la démo. Est-ce qu'il y a certains points en particulier sur lesquels vous voudriez qu'on... Non, je pense que c'est pas très possible. On continue sur le cycle de vie. Les gens aient un... N'hésitez surtout pas, de toute manière, à poser les questions au fur et à mesure. Coupe le partage. Je passe la main à Ali. Combien vous avez tous réussi à avoir des essais, ou en tout cas vous attendez d'assister à l'exercice, parce que pas de souci, vous pouvez aussi juste regarder. Ok, donc on présente le cycle de vie, on enchaînera ensuite sur une pause avant de passer à la modélisation. C'est comme ça. Super. Ok, parfait. Alors pourquoi, tout simplement pourquoi une partie sur le cycle de vie d'un processus sur Iterop? C'est assez simple. Assez souvent, on a des questions donc de nos clients ou futurs clients qui se demandent si, voilà, une fois qu'ils ont mis en place un processus dans leur entreprise, dans quelle mesure est-ce que ce processus est capable d'être amélioré, modifié, de suivre les évolutions, les imprévus et autres. Eh bien, vous allez voir que du coup, avec Iterop, c'est ce qui est au cœur en fait de notre façon de faire. Le but, c'est vraiment de vous mettre entre les mains, non pas des processus qui soient figés, qui soient vraiment faits par nous à un moment, à un instant T, qui n'évoluent plus ensuite. C'est vraiment plutôt de vous mettre entre les mains une boîte à outils qui vous permet, vous, déjà dans un premier temps,
de modéliser vos processus, comme on va le voir tout à l'heure, de façon la, de la façon la plus proche de la réalité, de votre réalité, et non pas de vous donner des processus sur étagère, ce qui serait contraire à notre philosophie. Mais en plus, ça va vous permettre, cette boîte à outils-là, de gérer tout le cycle de vie de votre processus et donc de venir y apporter des modifications, des améliorations au fur et à mesure, tout simplement parce que un processus, c'est pas fait pour être figé. On sait très bien que voilà, il y a des événements qui se produisent, il y a des choses qui sont inattendues. Votre organisation, elle croît, elle évolue, elle se perfectionne et vos processus, ils doivent pouvoir s'adapter à ces différentes évolutions. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et donc, le cycle de vie des processus sur Iterop, il est en 4 étapes. On va le voir tout de suite. La première, c'est de dessiner votre processus. Donc, c'est la partie design que montrait tout à l'heure Romain. Donc, le dessin, c'est assez simple. C'est en fait le tableau blanc. Et votre réalité, votre processus sur Iterop. Ensuite, il y a toute la partie automatisation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a représenté ce processus-là, on peut commencer à se poser les questions de est-ce que cette tâche-là, est-ce que ce serait pas plus simple de venir donner de façon automatique des informations à son utilisateur pour lui faciliter la vie, lui éviter les pertes de temps, lui éviter les doubles saisies, mais aussi dans l'automatisation, venir créer des connexions à vos différents outils. Donc c'est ce qu'on a vu aussi un petit peu avec Romain déjà, donc des connexions à Microsoft, Google et autres outils, pour vous permettre tout simplement de faire circuler l'information au sein de votre entreprise. Ensuite, il y a toute la partie de mesure, donc c'est un peu ce qu'a montré Romain également sur la partie Watch. Bon, là, on va venir, une fois que le processus est déployé, vérifier que tout simplement il répond aux besoins qu'on avait exprimés, vérifier que on n'a pas de goulot d'étranglement. Et si c'est le cas, venir faire des améliorations, donc en étape 4, pour venir faire évoluer le processus et donc le redéployer en version 2, version 3, etc. Alors, ça se modélise de façon assez simple donc sur Iterop. Vous avez cette interface-là donc de design qui est en fait le backstage, l'envers du décor d'Iterop où vous pouvez venir modéliser vos processus. Donc, c'est ce qu'on fera tout à l'heure. On viendra créer un nouveau modèle. Hop, juste ici. On atterrira sur cette interface qui est donc un tableau blanc où on viendra configurer notre petit processus avec les tâches, les portes logiques que je vous expliquerai dans un second temps. Quand ce sera bon, on passera à la configuration. Donc, c'est venir remplir les différentes données, les différents champs des formulaires. Quand ce sera bon, on aura toutes les tâches qui deviendront vertes. Ça voudra dire que notre processus est prêt à être déployé. Il suffira de cliquer ici sur l'icône de déploiement. Et notre processus sera donc disponible côté Play. Donc, Play, comme l'a très bien expliqué Romain, c'est tout simplement la partie que vos utilisateurs du quotidien vont utiliser, vont retrouver leur processus, donc vont pouvoir les lancer, réaliser leurs tâches, etc. Alors, très vite, potentiellement, donc, vos utilisateurs vont remarquer des petites choses à améliorer. Potentiellement, vous allez vouloir vous-même faire des modifications, des améliorations. Et donc, depuis vos déploiements, côté design à nouveau, vous avez à tout moment la possibilité de déployer une amélioration du processus. Donc voilà, vous allez pouvoir faire évoluer le processus, ce qui va vous permettre de travailler sur une version ultérieure à tout moment. Pendant ce temps, bien entendu, la version N sera toujours disponible pour les utilisateurs. Ils pourront continuer leur processus tranquillement pendant que vous travaillez sur une version N+1. J'ajoute quelque chose, Ali, parce que tu as dit quelque chose de très intéressant. T'expliquais finalement le cas, c'est en utilisant le processus, les utilisateurs vont soumettre leurs modifications. Moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est voilà, j'ai audité mon processus à travers Watch et donc j'ai, moi, process owner, identifié des améliorations. Le cas que tu présentes est très intéressant parce que c'est pas forcément l'auditeur, c'est pas forcément le qualiticien ou le service informatique ou le process owner qui va soumettre les modifications, mais ça peut aussi être l'utilisateur en lui-même. Pourquoi? Parce que vu que chacun devient un réel acteur de l'exécution du processus,
chacun va voir et comprendre d'où viennent les informations, chacun va voir et comprendre à qui je les envoie. Et donc, du coup, cette démarche de collaboration s'orchestre autour du processus, autour de la solution, et finalement, tous les gens qui y travaillent deviennent prescripteurs. Ouais, t'as tout à fait raison d'insister là-dessus, Romain. Moi, dans mon métier de consultant, c'est ce que je constate également, c'est que le plus important, c'est d'impliquer très rapidement les acteurs métiers dans la co-construction des processus. On se rend compte très vite que tout simplement, les collaborateurs sont ravis de plus juste subir les process de leur entreprise, mais d'en être des vrais acteurs et de contribuer au quotidien à leur amélioration. On a une question Ouais. de Virginie qui nous dit est-ce que l'utilisateur a la possibilité de signaler facilement s'il est dans un corner case pas adressé par le processus. Donc finalement, s'il est bloqué parce que mon processus n'a pas prévu la branche. Alors, il y a plusieurs façons de faire, hein. Alors, ce qui est bien, avec GitHub, on n'est jamais tout à fait bloqué, c'est-à-dire que on a un rôle dédié qui est le rôle de contrôleur, et en général, ce rôle-là, on le dédie à un responsable métier ou autre, qui permet à tout moment de venir faire des modifications donc sur le processus. Si jamais on s'est retrouvé bloqué, on a fait une erreur ou autre, on peut venir apporter des modifications. En revanche, si c'est vraiment sur la structure en elle-même du processus, c'est-à-dire que effectivement, si on n'a pas prévu une étape à l'avance, là, il faut garder à l'esprit qu'un processus lancé dans une version finira sa vie dans cette même version. Donc, on ne pourra pas faire d'évolution en cours de route. Ça peut paraître un défaut, en réalité, c'est un atout, ça permet d'éviter que un utilisateur, par exemple, lance un processus en s'attendant à ce qu'il y ait un certain nombre d'étapes. Et en fait, en cours de route, le processus change. Euh, Ce serait un petit peu prendre les utilisateurs par surprise. Donc, on peut éviter ça. Je pense qu'on répond à la question. On peut même encore ouvrir un petit peu plus de manière intéressante en disant que c'est peut-être un processus en lui-même, ce processus de signalement. Oui, d'ailleurs. Oui, voilà, on le met souvent à disposition. On propose souvent de mettre ça un processus qui permet aux utilisateurs à tout moment de signaler et de faire des suggestions d'amélioration, de montée de version. D'autant plus aussi que finalement, tous les process owners sont facilement identifiés, identifiables. Donc, à tout moment, moi, utilisateur, je sais à qui m'adresser, quel que soit mon niveau de collaboration et d'interaction au sein du processus. Il n'y a pas d'autres questions. Continuez à aller. Ok. Donc oui, effectivement, ici, ce que je disais, c'est que vous travaillez sur votre version N+1 et donc c'est les mêmes étapes. Vous venez faire votre modification, vos changements, pareil, la configuration. Et ensuite, vous pouvez donc déployer une nouvelle version de processus, une V2 qui sera donc immédiatement disponible pour tous les nouveaux lancements donc de ce processus-là. Donc pour faire court, les différentes étapes entre la partie design et play, donc c'est un peu un ping-pong entre la modélisation de processus et le jeu processus. Vous venez créer un nouveau modèle, vous le validez, vous pouvez passer donc, au paramétrage, vous pouvez le déployer, donc il devient disponible côté play pour vos utilisateurs. Et ensuite, à tout moment, vous pouvez rebasculer vers le design et y apporter des améliorations en faisant en cliquant sur ce bouton-là. Et ensuite, vous pouvez à nouveau éditer et à l'infini, comme ça, améliorer votre processus. Donc, c'est ce que disait Romain, c'est le cycle de l'amélioration continue. On a juste une question de Marc-Antoine sur quid de la V1 est-elle directement écrasée? Alors, c'est une très bonne question. Donc, sur les différentes versions d'un processus, la version, je dirais pas qu'elle est écrasée au sens où elle n'existe plus. En fait, lorsque vous déployez votre V2, elle vient prendre effectivement la place de la V1. Donc, vous ne pouvez plus en tant qu'utilisateur lancer que la dernière version en cours. En revanche, si vous vous rendez compte que en fait, cette V2, c'est pas une bonne idée, et vous voulez revenir à la V1, la V1 est toujours disponible côté design. Vous pouvez à tout moment la redéployer. Même, vous pouvez même aller plus loin. Vous
pouvez créer des systèmes de branches, c'est-à-dire que j'ai déployé ma V2, mais je voudrais déployer une V3 en me basant sur la V1. Donc, je peux revenir sur ma V1, redéployer une V3 à partir de la V1. Donc, vous avez un système de gestion des versions qui est très fin sur Ethereum. Donc, vous pouvez faire un certain nombre de choses sur le version. Super. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Enfin, sinon, je peux prendre des questions pendant la pause également. Et sinon, on peut marquer une petite pause de 5 minutes avant de passer sur Ethereum. Je vous invite à vérifier vos accès à nouveau. Ce qu'on fera après, bah, c'est tout simplement basculer sur l'interface design pour vous montrer que vous pouvez par vous-même, sans grande formation et sans une seule ligne de code, modéliser votre premier processus et le faire tourner, le montrer à vos collaborateurs ensuite. Et pourquoi pas par vous-même découvrir un petit peu l'outil et jouer avec. Est-ce que tu peux y aller parce qu'au final, on a pas d'autres requêtes pour les accès. Ok, ben si ça convient à tout le monde, y aller. Non, on va continuer sur l'exercice pratique. On continue. Ok. Alors, je vais, dans ce cas, présenter l'exercice. Ah oui, t'as un slide pour présenter l'exercice. Ouais, je vais juste montrer. Effectivement, l'énoncé. Donc, juste pour vous présenter rapidement le cas pratique qu'on va faire, c'est un cas relativement courant, c'est tout simplement la boucle de validation d'un document. Donc, c'est souvent en fait une sous-partie d'un processus. On a très souvent cette partie-là. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, c'est cette boucle-là qui vous permet de renseigner un contrat et ensuite de le présenter à un valideur qui va soit le refuser, soit demander une modification, soit le valider. Euh, alors, si c'est bon, je vais basculer du coup sur l'instance. Hop. Alors, dites-moi là, justement, si vous avez pu vous connecter et si vous avez bien pu vous rendre sur Business Process Designer ici. Et si vous avez bien pu vous retrouver sur cette interface-là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont perdus, n'ont pas réussi à vous connecter, se retrouvent sur la mauvaise interface? N'hésitez pas à le signaler. Ah oui, parce que, je pense qu'on peut envoyer l'URL via la partie design, peut-être dans le chat. Comme ça, les gens arriveront directement sur design. Faisons ça. À la première connexion, vous arrivez sur un didacticiel ou un dashboard. Là, avec le lien qu'on vient de vous envoyer, vous arrivez dans la partie design. Vous allez pouvoir créer le premier processus. Rosine, je vais vous renvoyer une invitation pour les accès. Oui, Ali, tu veux continuer? En vrai, on n'a pas d'opposition forte dans le chat. Ok. Alors, Question de chat. ok, ça marche. Donc, un instant, je fais ça. Alors, donc si c'est bon pour tout le monde, je vous invite donc à vérifier que vous êtes bien dans l'onglet Modèle. Et si c'est le cas, à venir créer un nouveau modèle. C'est le premier bouton vert ici à gauche. Hop. Donc ici, on va vous proposer d'entrer un nom pour ce nouveau modèle-là. Donc je vous invite à le préfixer par votre prénom, votre nom de famille, parce que là, tout le monde va créer un modèle en même temps. Donc, c'est juste pour que vous puissiez le retrouver facilement. Voilà, votre prénom, votre nom de famille, tiré, et on va l'appeler validation documentaire ou validation de contrat.
Et quand c'est bon, cliquez sur Create New Model ou créer un nouveau modèle. Ça dépend en quelle langue vous avez mis votre navigateur. Oh, je rebondis là-dessus. Ouais. J'ai failli le dire tout à l'heure, c'était pas le moment. L'interface que je vous ai montrée et que Ali vous montre aussi, elle est entièrement en anglais. Il faut savoir que c'est disponible dans très nombreuses langues. Je ne peux pas vous en faire une liste exhaustive, mais toute cette interface peut être traduite directement en changeant dans les préférences de la plateforme. Ali, juste Ouais. une petite pause syndicale. Voilà. Là, j'ai remis le lien vers design. Donc, normalement, si vous cliquez ici, vous arrivez directement sur la partie design. Parfois, dans l'URL, il faut juste, à la place de slash play, avec slash design. Sarah, On avait le même. super. Je poursuis. Alors ici, donc vous vous retrouvez sur ce tableau blanc. Donc c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure. C'est tout simplement l'espace de création de votre processus. Et donc vous allez voir que vous avez différents outils. D'abord, vous avez une barre d'outils à gauche qui vous permet de sélectionner ce qu'on appelle les différents éléments BPMN. Bah, c'est tout simplement un ensemble de portes logiques, de tâches, d'événements. Je vais vous expliquer un par un à quoi ça correspond. Et ensuite, une barre en haut qui vous permet simplement de naviguer dans cette page, voilà, de revenir en arrière, de copier-coller, etc. Alors, pour faire simple, vous avez différents types d'éléments. Donc, vous avez le start, donc c'est le début de votre processus qui, lui, se met automatiquement. Vous avez ensuite le deuxième élément ici, c'est ce qu'on appelle les événements. Donc, il y en a différents types. Le premier, c'est le timer. Ça vous permet de faire de la gestion de temps sur votre processus. Par exemple. Ouais. Par exemple. Par exemple, ici, je ne veux, bon, je sais pas si on le verra, mais bon, si je veux n'envoyer une tâche que un jour avant la date d'arrivée du collaborateur, voilà, c'est avec cet événement que je peux le faire. Ou si à l'inverse, je veux envoyer une tâche ou un mail, par exemple, toutes les 24 heures à une personne, c'est le genre d'événement. Finalement, c'est toute la gestion du temps du processus. Alors, c'est ce qui permet de timer un processus. Il me vient un exemple, je sais que je suis interrogé sur les exemples, mais il m'en vient en tête ici, on travaille beaucoup sur le secteur bancaire, et une des règles temporelles dans la banque que vous connaissez peut-être tous, c'est de dire, je vous ai envoyé les documents, ne me les renvoyez pas avant 11 jours. Vous ne pouvez pas me les envoyer avant 11 jours. Ce qu'on peut faire, si on imagine un processus bancaire dans Interop, c'est de mettre ce timer qui va devoir attendre 11 jours avant de se déclencher. Et une fois qu'il se déclenchera, à ce moment-là, je donnerai à mon client la possibilité de m'envoyer ses documents. Je ne lui laisse pas la possibilité de le faire avant parce que je ne suis pas en capacité de recevoir. Exactement, ouais, c'est un bon exemple. Alors voilà, donc tout ce qui est circulaire, c'est des événements. Donc l'événement de départ, les événements intermédiaires, qui permettent de faire la gestion du temps. Et enfin, le cercle un peu plus plein, c'est l'événement de fin. Donc c'est ici, on va terminer notre processus. Tout ce qui est losange, ce sont les portes logiques. Alors, une fois qu'on sélectionne un type d'élément BPMN, ici, en descendant, on a la clé à molette bleue qui nous permet de voir les différents types d'un même objet. Donc ici, c'est une porte logique XOR. XOR, c'est quoi? C'est un OU exclusif. C'est-à-dire qu'on ira soit en haut, soit à droite, soit en bas. On verra dans le détail tout ça. Hein. Je peux en changer le type. On a aussi des portes parallèles qui vous permettent d'aller sur tous les chemins en même temps. Voilà, différents types de portes. Et enfin, on a les rectangles. Donc, c'est les tâches. Même principe. Différents types de tâches. Donc, les tâches humaines donc, qui sont envoyées à vos collaborateurs, mais également les tâches de service. Les tâches de service, là, c'est des tâches qui sont envoyées à vos différents outils auxquels vous êtes connectés, y compris les envois de mails. C'est ce qu'on verra. C'est la question qui était posée tout à l'heure sur justement comment je me connecte à mes outils existants.
c'est à travers cette tâche de service que je vais envoyer les informations, non pas à un utilisateur humain, mais à mon système tiers. C'est ça. Au même titre qu'on envoie une tâche à un collaborateur pour lui demander des informations, on peut envoyer une tâche à mon Google Drive pour lui demander de m'envoyer un document. On a les tâches de script. Donc là, c'est quand on veut faire des processus un peu plus poussés et qu'on veut y intégrer du code pour faire des calculs, pour faire des choses un petit peu plus poussées, on peut le faire. On est, comme l'a dit Marie-Lou tout à l'heure, on est vraiment très peu bridé par l'outil. On peut aller vraiment très loin, autant dans la simplicité que dans la difficulté, dans la précision des processus. Et enfin, on a des appels de sous-processus. C'est ce qui permet d'avoir une hiérarchie des processus, entre guillemets, d'avoir des processus parents, des processus enfants, un processus qui appelle un autre processus. C'est ce qui permet, entre autres, de mettre en commun aussi certains processus. Par exemple, une boucle de validation. Si vos boucles de validation, c'est systématiquement les mêmes dans tous vos processus, vous pouvez tout simplement créer un process que vous appelez boucle de validation, et ensuite, vous n'avez plus qu'à y faire appel dans vos autres processus. Ce processus qu'on va faire là maintenant, du coup. Ouais, par exemple. Alors, donc si c'est bon, on va commencer directement, je pense, à modéliser. On a une question dans le chat de Virginie qui dit qu'est-ce qui différencie la tâche manuelle de la tâche humaine? Ouais, alors c'est une bonne question, effectivement. Ici, vous avez pu remarquer que donc, la tâche humaine, c'est celle-ci. Je peux basculer en tâche manuelle. Alors la tâche manuelle, c'est quelque chose qui est relativement peu utilisé. Tout simplement parce que c'est une tâche qui sera, en guillemets, invisible côté Interop. C'est tout simplement, c'est presque plus un jalon. En fait, la tâche manuelle, c'est juste pour signaler qu'à un moment dans le processus, on va sortir d'Iterop parce que voilà, on atteint les limites entre guillemets. C'est par exemple lorsque à un moment dans mon processus d'envoi de colis, à un moment je dois juste déposer le colis dans la boîte aux lettres. Ça peut être ça une tâche manuelle. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas être en mesure de faire dans Interop et donc, mais on veut quand même le représenter dans le processus. Donc on l'indiquera comme ça, tâche manuelle parce que c'est fait, c'est une tâche physique. C'est une tâche voilà qui n'est elle pas digitalisée, qui ne sera pas affectée à un utilisateur dans l'application. C'est ça. Tandis qu'une tâche humaine, c'est vraiment une tâche qui est affectée à un utilisateur mais qui sera bien remplie sur Iterop. Globalement, ces tâches manuelles, elles servent surtout à apporter de la clarté à la compréhension du processus quand on regarde la documentation, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, si c'est bon, je vous propose de modéliser, ce sera tout de suite plus clair dans l'utilisation des différents éléments que je viens de citer. Alors, je vous propose donc, normalement, vous avez que votre start. Donc, je vous propose de venir sélectionner à gauche la tâche, de cliquer dessus et de venir la positionner après le start et de venir nommer cette première tâche, donc valider le document. Alors dites-moi si vous voyez mal ou que c'est pas assez zoomé. Une fois que c'est bon, vous pouvez relier donc votre start à votre tâche. Alors, je suis allé un peu vite, je remonte. En cliquant sur le start, en sélectionnant la flèche et en cliquant sur la tâche. Ça va vous permettre donc de donner un sens logique à votre processus, donc en disant bien qu'on part d'ici et ensuite on arrive sur valider le document. Donc, vous pouvez bien sûr à tout moment déplacer vos différents éléments pour apporter un peu d'espace ou de clarté. Ensuite, l'étape suivante, on a dit que une fois qu'on est arrivé sur la tâche de valider le document, ce valideur-là, il avait trois possibilités. Vous pouvez soit demander une modification, soit valider le document, soit refuser. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement,
on va venir cliquer sur le losange ici, qui est une porte logique, et qui va donc nous permettre d'opérer un choix. Donc, je viens déposer ma porte logique, et à nouveau, je viens relier ma tâche à cette porte. Là, ça veut dire que donc, mon valideur se retrouve face à un choix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, le type de la porte logique, c'est un OU exclusif par défaut. On peut venir le modifier ici. Mais nous, ça nous convient très bien un OU exclusif parce que c'est ce qui nous permet de choisir parmi un certain nombre de chemins et n'en choisir qu'un seul. Si j'avais voulu valider et simultanément refuser et simultanément modifier, j'aurais pu changer le type et faire une porte parallèle. Ça, c'est les deux portes logiques les plus communément utilisées. 90-95% des cas. Donc, j'ai ma porte OU exclusif ici. Et je vais ensuite dessiner donc, le premier chemin possible. On dira que c'est donc un refus. Donc, un refus, on dira que c'est une notification par mail. Donc, je viens sélectionner une tâche. Je la positionne où je veux, on va dire en dessous. Et je vais l'appeler notification de refus. Donc là, on voit que par défaut, c'est une tâche humaine. Donc, je vais venir en modifier le type, puisque moi, ce que je veux faire, c'est, une fois que c'est un refus, je vais envoyer un mail au demandeur pour lui indiquer que j'ai refusé sa demande. Donc, je clique sur la tâche, je clique sur la petite clé à molette bleue et je vais sélectionner tâche de service qui regroupe également donc les mails. Je le répète, hein, mais n'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite ou si je n'ai pas été clair. Donc, à nouveau, je viens sélectionner ma porte, sélectionner la flèche pour le relier ici. Alors, vous pouvez voir que à tout moment dans mon dessin, je peux renommer certains éléments ou ajouter des commentaires pour apporter de la clarté à mon processus sans impact sur les fonctionnalités. Par exemple, cette flèche-là, bah, je peux double-cliquer dessus et dire que ici, bah, c'est le chemin qui correspond à un refus du valideur. Ça, voilà, c'est tout simplement un petit commentaire qui va améliorer la lisibilité du processus. Est-ce que déjà tout le monde a bien les deux boîtes à l'écran? Alors, une avec le petit bonhomme et une avec les engrenages. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'y sont pas encore arrivées? Alors, Sarah, quand vous dites oui, c'est... Non, c'était oui à la première question. Ok. Alors, bah, une fois que vous avez compris ce principe-là, vous avez déjà compris presque l'essentiel du terrain. Puisqu'après, bah, c'est tout simplement pareil pour le reste. Une fois que vous avez votre notification de refus, bah, je vais faire exactement pareil pour la notification de validation. Je vais venir reglisser à nouveau une tâche. Je vais la mettre par ici. Et je vais l'appeler donc notification d'acceptation, par exemple. Hop. À nouveau, je vais en changer le type. Donc, je clique dessus, clé à molette bleue, tâche de service. Et je viens là relier. Il me reste un chemin possible, c'est donc celui de la modification. Alors, la modification, ça revient à faire quoi, en fait? C'est tout simplement envoyer une nouvelle tâche au demandeur pour lui dire, ben, modifie ta demande, s'il te plaît. Donc, je vais créer une nouvelle tâche, hop, que je vais appeler modifier la demande, qui sera donc bien une tâche humaine puisque je la renvoie au demandeur.
Donc, je reviens sur ma porte logique, je la relis. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai envie que, donc, suite au premier formulaire, d'envoyer en validation. Ici, j'envoie en modification. Et donc ensuite, je veux repasser par la validation documentaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, souvent, on est tenté de directement relier cette tâche-là à celle-ci, par exemple. Mais ce qui est le mieux, c'est de venir ajouter une porte en amont, tout simplement parce que une porte logique, une porte logique, elle peut avoir deux fonctions. Elle peut soit être ouvrante, c'est le cas de celle-ci. Donc une porte ouvrante, c'est une porte qui prend en entrée un seul flux et qui ensuite en sortie à plusieurs flux. C'est une porte qui vient orienter le processus, mais elle peut également être fermante, comme celle-ci, c'est-à-dire que elle vient prendre en entrée plusieurs flux et en sortie, elle n'en a plus qu'un seul. Est-ce que c'est clair cette notion de porte ouvrante et de porte fermante? En fait, c'est assez simple, c'est tout simplement pour que, à chaque fois, chaque tâche n'a que un flux en entrée, un flux en sortie. C'est pour éviter que, voilà, on ait plusieurs flux qui entrent dans une tâche, plusieurs flux qui en sortent. Les portes logiques, elles servent soit à séparer des flux, soit à les regrouper. Donc, si c'est bon, il me reste plus que deux choses, plutôt une, à faire sur mon dessin, c'est donc modéliser les fins possibles de mon processus. Donc, si vous vous souvenez, c'est le cercle un peu plus plein que le start. C'est l'événement de fin. C'est tout simplement pour indiquer où mon processus se termine. Donc ici, mon processus peut se terminer à deux endroits, soit suite à une notification de refus, hop, donc je viens relier ici, soit suite à une notification d'acceptation. Et voilà. Donc là, c'est assez simple. On a un formulaire de départ où le demandeur vient renseigner ses informations. On arrive sur la validation. Le valideur peut orienter le processus soit vers un refus, et dans ce cas, on a une notification de refus, puis le processus prend fin, soit une notification d'acceptation, le processus prend fin, soit une boucle d'aller-retour de modif valide, motif valide, etc., jusqu'à un refus ou une acceptation. Donc ça, on a dit, c'est simplement l'interface de dessin. Donc ça ne... Jusque-là, on n'a pas fait plus qu'un PowerPoint ou qu'un tableau blanc. Mais on peut, dès à présent, donc valider et passer à la configuration. Ceux qui n'avaient pas vu l'écran, valider le processus, il y a un bouton tout en haut à gauche vert qui dit valider et configurer. Vous allez donc tous vous retrouver sur une page où, cette fois, les tâches ont changé de couleur et on est sur du rouge. Je monitore un petit peu en back-office les processus. Je vois marqué 4 tâches à peu près partout. Donc, c'est une bonne chose. J'attends encore un petit peu. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'auraient pas terminé? Alexis, Gied, Lisa, peut-être, Jean-Baptiste. N'hésitez pas, on a prévu large hein, sur le planning. Allez, Super. si c'est bon, On peut y aller. on va poursuivre. Et donc, c'est là qu'intervient le remplissage des différents champs que vous voulez voir apparaître sur votre processus. Donc, on va tout de suite commencer par le démarrage, le formulaire de départ. Donc, vous pouvez cliquer sur ce cercle et vous voyez que vous avez une bulle d'information qui apparaît ici.
qui vous permet donc de configurer ce premier formulaire. Vous pouvez cliquer ici sur configurer le formulaire. Et donc, vous allez pouvoir ajouter un certain nombre de champs. Vous en avez un par défaut, qui est au départ, qui est simplement l'identifiant du processus. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Vous pouvez ajouter des champs avec le plus ici. Donc, je clique sur le plus. Je peux donner un nouveau nom au champ. Donc, je vais tout simplement, on va dire, nom du demandeur. Prénom du demandeur, par exemple. Et puis un champ, donc comme on a parlé de validation documentaire, je vais mettre un champ document. Et ici, vous voyez que juste en dessous, j'ai la possibilité de modifier à nouveau donc, le type de champ. Et donc par défaut, c'est un champ texte. Vous pouvez tester à chaque fois ici à gauche le résultat. Mais ici, pour le document, je ne veux pas un champ texte, je veux un fichier. Donc vous pouvez voir que vous avez un certain nombre de types de champs possibles. Vous avez des champs textuels, donc plus ou moins gros, plus ou moins de personnalisation possible. Des champs de type mot de passe, des dates, dateur, des booléens, donc ça c'est juste oui, non par exemple, des listes de valeurs que vous pouvez préconfigurer, des chiffres, toutes sortes de champs numériques, des champs utilisateurs et en bas des champs de type fichier. Donc on va sélectionner ici le type fichier. Donc vous voyez que vous avez également un certain nombre de personnalisations possibles. Vous pouvez indiquer si un champ est obligatoire ou non. Donc ça vous fait apparaître l'étoile rouge. En l'occurrence, on veut valider un document, donc c'est mieux de rendre le document obligatoire. Voilà, on va dire que le document est obligatoire à renseigner. Vous pouvez ajouter une description pour préciser ce que vous attendez. Hop, et un certain nombre d'options avancées qu'on ne va pas forcément explorer, mais pour chacun des types, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez, par exemple, sur le type fichier, dire si vous voulez un seul document ou plusieurs documents dans un même espace. Ce qui est intéressant ici dans le document, c'est les différents types d'extensions que vous voulez autoriser. Par exemple, si je veux que du PDF, hop, je peux renseigner PDF ici. Et là, ça va. Vous voyez que ça me bloque sur l'extension PDF. Si je mets rien, j'accepte tout. Et vous avez également ici les conditions d'affichage et d'obligation. Donc ça, c'est tout simplement ce qui va vous permettre d'avoir des formulaires dynamiques, comme tout à l'heure avec Romain, c'est-à-dire dire que le champ document, je ne l'affiche que sous certaines conditions, etc. On ne verra pas forcément tout de suite, sauf s'il reste du temps à la fin. Alors, déjà, est-ce que tout le monde a configuré ces différents champs, au moins ces trois-là? Nom, prénom et document. Document, donc, pour rappel, j'ai modifié son type ici pour choisir le type fichier en bas de la liste. Et je l'ai rendu obligatoire en cochant cette case. OK. Quand c'est bon, pensez à bien cliquer sur OK tout en bas et pas à sortir en cliquant sur la croix ou autre, sinon ça ne va pas sauvegarder. Bien cliquer sur OK en bas. Et donc, on va pouvoir passer à la configuration d'une tâche humaine. Alors, une tâche humaine, avant de configurer son formulaire, vous voyez qu'elle a une spécificité, c'est qu'il faut indiquer ici à qui elle est assignée, c'est-à-dire qui vient, qui va devoir réaliser cette tâche-là. Donc ici, on peut sélectionner cette interface-là, et vous voyez que donc on peut affecter une tâche, soit un groupe de candidats, c'est-à-dire que je peux choisir les commerciaux, ou je peux l'affecter à une personne en particulier. Il y a également une affectation dynamique.
c'est-à-dire que je vais l'affecter non pas de façon figée à un groupe ou à un utilisateur, mais tout simplement à quiconque initie le processus ou à quiconque réalise la tâche précédente, par exemple, etc., etc. Un exemple de ça, Ali, c'est de se dire, par exemple, si en début de mon processus, j'ai une tâche qui peut être réalisée par, tu disais, l'équipe commerciale. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle personne de l'équipe commerciale pourra réaliser la tâche en question. Maintenant, si plus tard, dans l'exécution de mon processus, je veux non pas que ce soit quelqu'un de l'équipe commerciale qui réalise la tâche, mais bien la personne qui a réalisé la tâche la première fois. Dans ce cas-là, je vais pouvoir dire, cette tâche est affectée à la personne qui a réalisé la tâche par temps. Voilà. Ouais, exactement. Donc, ici, pour la démo, je vais vous demander, donc, alors je refais de sélectionner le plus ici et de garder cette option par défaut, qui est l'initiateur du processus. C'est-à-dire que cette tâche-là sera affectée à l'initiateur. Alors, ça reflète pas forcément la réalité, mais c'est simplement pour vous permettre, vous, quand vous allez lancer le processus, d'être directement affecté à la tâche suivante. Donc, ça va vous permettre de tester toutes les étapes du processus par vous-même. Et quand c'est bon, vous pouvez faire OK également. Et ici, venir configurer les informations affichées. Donc, vous allez voir qu'une tâche, elle a systématiquement deux groupes d'informations. D'un côté, les informations affichées, c'est-à-dire de quelles informations j'ai besoin pour réaliser ma tâche. Donc, je peux venir les sélectionner ici. Donc, je peux dire que mon valideur, il a besoin du nom, du prénom et du document. Alors la petite particularité ici, faites attention, il ne faut pas mettre toutes les bulles dans la même case, sinon elles vont s'additionner, ça va pas s'afficher comme il faut. On s'en sert dans certains cas, ce sera pas le but de la démo aujourd'hui, mais faites bien attention à prendre la case et à la déposer dans la dernière. Dans la dernière. Je refais, si jamais vous n'avez pas suivi. Voilà. Je viens prendre le nom du demandeur, je la glisse, le prénom du demandeur et je la glisse en bas. Et pareil pour le document que je glisse tout en bas. Potentiellement aussi, ici, je mets que ce qui est pertinent. C'est quand vous recevez un mail avec des informations et qu'il y en a la moitié dedans qui ne vous concerne pas, le mail perd la moitié de son intérêt. Là, c'est un peu la même chose. Quand j'assigne une tâche à une personne, je lui donne le nécessaire pour qu'elle réalise cette tâche, pour que cette tâche soit claire et précise. Et je ne viens pas polluer avec des informations qui seraient inutiles. Et quand c'est bon, je clique sur OK. Donc là, on a donné au valideur les différents. Mais on va aussi venir lui demander quelque chose en retour. C'est tout simplement quel est le choix qu'il va effectuer. Donc, je viens cliquer sur configurer le formulaire et à nouveau, je me retrouve dans une configuration de formulaire telle qu'on a pu le faire avant. Et ici, donc, je vais pouvoir ajouter un champ à mon formulaire que je vais appeler tout simplement décision. Décision du valideur. Donc ici, à nouveau, je vais sélectionner un autre type de champ. C'est la liste de valeurs. Puisque je veux restreindre ces possibilités à un certain nombre d'issues possibles. Donc une fois que c'est bon, je vais cocher ici obligatoire également. Et je vais tout garder par défaut. Et en descendant un peu, on voit que j'ai un encart pour les différentes valeurs possibles de ma liste. Donc ici, je vais lui dire quelles sont les différentes valeurs possibles. Je vais dire valider, à la ligne refuser, à la ligne demander une modification. Hop. Donc là, si je clique à l'extérieur, normalement, ma liste
c'est mis à jour et je peux venir vérifier en cliquant ici que j'ai bien les 3 options possibles. L'intérêt, une fois de plus ici, c'est de gagner du temps. Même si ça peut paraître juste trivial de dire valider, refuser, demander une modification, ce genre de choses, si on se le fait verbalement, bah, peut-être que le temps d'arriver du bout du couloir, j'aurais été interrompu 2 fois et j'aurais déjà oublié ce qu'on m'a dit. Soit dans un mail, on va écrire un coup OK, un coup refusé, un coup oui, c'est bon pour moi, et puis en fait, on va vite s'y perdre. Là, l'idée, c'est je clique, je choisis, je valide, et l'information qui va circuler, elle sera claire et précise et immuable pour tout le monde. Alors, il y a Sarah qui demande si c'est normal qu'il y ait un vide dans la liste déroulante. Alors, je vais vous parler de cette liste-là. Alors, vérifiez que dans les valeurs possibles, hein, non pas dans la description attachée, mais bien dans les valeurs possibles, vous avez bien renseigné les 3 options possibles séparées par un saut de ligne. Après, enfin, s'il y a un vide dans la liste, en fait, oui, c'est normal, parce que là, on est en train de le dessiner, le processus, on n'est pas en train de l'exécuter. Et, on en parlait tout à l'heure, là, on n'a pas mis de valeur par défaut dans cette décision que l'on prend. Donc, forcément, la valeur par défaut, ben, il n'y en a pas, donc c'est vide. En fait, le champ arrivera vide et non rempli. Maintenant, si par exemple tu mets une valeur par défaut, ça c'est dans les conditions avancées du processus, si tu mets une default value, si tu mets ici valider, au moment où le processus va s'exécuter, ben, je vais un peu inciter quand même mon demandeur à valider. Dans ce cas-là, j'aurai pas de champ vide. Soit plus là, on est en train de bricoler le moteur de la voiture, d'accord. Une fois qu'on s'en sert, on voit pas toutes ces choses-là. Ok, ça répond à la question de Sarah. Alors, je vais en profiter, comme on est un peu large aussi sur le créneau, pour vous montrer quand même une fonctionnalité utile dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est donc les formulaires dynamiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une autre variable ici, qu'on va tout simplement appeler, oui, soit commentaire, soit je cherche quelque chose de plus explicite, champ à modifier, par exemple. Champ à modifier. Et que je vais passer en bloc texte, tout simplement pour laisser un peu plus d'espace à mon valideur pour s'exprimer. Alors pourquoi champ à modifier? Je vais tout simplement dire que si on a demandé une modification, j'aimerais bien que mon valideur il puisse expliquer ce qu'il attend à modifier, sinon le demandeur sera bien embarrassé. Donc, je vais lui proposer ce champ-là, mais je veux pas que ce champ s'affiche systématiquement, je veux qu'il ne s'affiche que lorsque j'ai sélectionné une demande de modification. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans les options de mon nouveau champ qui s'appelle champ à modifier. Je vais cliquer ici sur les options avancées. Je descends et je vois que j'ai les conditions d'affichage ici que je vais venir configurer. Et donc, les conditions d'affichage, elles sont assez simples à configurer. Je veux comparer un champ à un résultat. Donc, ce que je veux comparer, c'est tout simplement la décision du valideur. Donc, je la retrouve ici dans le nom de ma tâche valider le document, le nom de mon champ décision du valideur. Je viens sélectionner ça. Et je veux que ma décision du valideur elle soit égale à demander une modification. Donc, ça, voilà, tout simplement, ça veut dire que je n'affiche champ à modifier que lorsque décision du valideur est égale à demander une modification. Et donc, voilà comment on configure des conditions informatiques, des conditions de programmation, sans une seule ligne de code sur Iteron. Donc, vérifiez bien que vous avez la condition qui est apparue ici. Et si c'est bon, vous faites OK.
Alors, une fois que j'ai créé donc cette valeur-là de décision du valideur, je vais pouvoir orienter ensuite mon processus grâce au résultat de ce formulaire soumis au valideur. Donc, je vais passer à la configuration de la porte logique. De la même manière, là, tu cliques dessus, c'est ça? C'est ça. Pour À chaque ouvrir, fois que je veux configurer, je clique sur l'élément. Et donc, on voit que j'ai mes 3 chemins possibles. Celui vers la condition d'acceptation, celui vers la condition de refus, la notification de refus, pardon, et celui vers la modification de la demande. Donc ça, à nouveau, hein, ça dépend du type de porte logique que vous avez sélectionné. Ici, c'est à nouveau une porte logique ou exclusif. Pourquoi exclusif? Parce que on ne va choisir qu'un seul chemin parmi les 3. Ensuite, alors j'ai Sandrine qui me demande est-ce que champ à modifier, donc je reviens dessus rapidement. Est-ce que champ à modifier peut être coché comme obligatoire? Oui, tout à fait. Pourquoi? Ce ne sera pas un problème parce que dans tous les cas, il n'est affiché que lorsque je demande une modification. Donc là, ça voudra dire que si je clique sur demander une modification, il sera affiché et obligatoire. Si je clique sur valider, il n'apparaîtra pas, donc ce ne sera pas un souci. et s'il n'est pas affiché, il n'est pas obligatoire. C'est ça. Tout à fait. Là, on le voit parce qu'on est dans le back-office, mais pour l'utilisateur, ben, on ne peut pas lui demander quelque chose d'obligatoire qu'il n'a pas connaissance de l'existence. Si en revanche, vous avez un champ qui apparaît tout le temps, mais qui parfois est obligatoire, parfois ne l'est pas en fonction de la condition, là, vous pouvez jouer sur les conditions d'obligation directement. Donc là, ça vous permettra de faire la même chose, mais simplement de rendre un tel ou tel champ obligatoire en fonction de certaines conditions. Donc je reviens à ma porte logique et je vais venir configurer donc mes différentes sorties possibles. Donc on va commencer par la notification d'acceptation. Vous allez voir que c'est un peu le même principe que tout à l'heure. Je viens comparer un champ à une valeur. Je viens retrouver mon champ en choisissant le nom de la tâche qui s'appelle valider le document. Je retrouve tous les champs de cette tâche-là. Donc, le champ qui va m'intéresser, c'est la décision. Et donc, je veux que cette décision soit égale à valider, puisqu'on parle bien de la notification d'acceptation. Quand c'est bon, je fais OK. Pareil pour la condition de refus. Je veux que ma décision soit égale à refuser. Et finalement, ça, avant de cliquer sur OK, Ali, c'est quelque chose qui finalement se lit relativement bien. Dans quelles conditions je veux notifier du refus lorsque la décision du valideur est égale à refuser? Ça se configure aussi bien que ça se dit. C'est ce qui fait que souvent, on a Interop qui est entièrement entre la main des utilisateurs métiers, qui sont tout à fait en mesure, sans forcément background informatique ou autre, de comprendre, de maîtriser l'outil et de venir apporter des modifications au processus. Donc là, vous voyez que ça s'est mis en vert tout simplement parce qu'il a compris que si c'était ni validé ni refusé, il ne restait que la modification. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de remplir la dernière condition. On va passer à la tâche de modifier la demande. Alors là, pareil, j'ai l'affectation à faire, venir dire qui va effectuer cette tâche-là. Donc pareil que tout à l'heure, je vais cliquer sur le plus ici pour dire que la personne qui réalisera cette tâche sera la personne qui aura lancé le processus. À nouveau, simplement pour que chacun puisse tester l'ensemble de son processus par lui-même. Bien sûr, si ce processus, ensuite, vous le testez avec certains de vos collègues, vous pourrez changer, assigner des personnes directement, des groupes, etc. OK. Et ici, je vais remplir donc le formulaire de cette tâche-là. Donc, je vais dans formulaire et éditer le formulaire. Et ici, ce sera un petit peu particulier parce que je ne veux pas ajouter de nouvelles variables. Je veux simplement modifier les champs que j'ai déjà remplis dans le start. Donc, vous voyez qu'à côté du plus qui me permet d'ajouter de nouvelles variables,
j'ai un autre encart qui me permet d'importer des variables. Ça va me permettre d'importer des champs qui existent déjà et que je veux pouvoir modifier en tant que demandeur. Donc, je peux cliquer dessus et je peux importer des champs qui proviennent d'ailleurs. Donc, en l'occurrence, du start, mon formulaire de départ. Et je veux donner la possibilité au demandeur de modifier, mettons, son nom, hop, son prénom et le document. Donc ça veut dire que ces champs-là seront importés dans la tâche de modification avec leur contenu. C'est-à-dire que mon demandeur, il recevra une tâche avec ces 3 champs-là, pré-remplis avec la valeur qu'il avait indiquée. Et voilà, il n'aura plus qu'à faire la modification sur le champ en question. Pour ceux qui ont peut-être pas suivi, si c'est allé un peu vite, c'est bien la petite chaîne sur laquelle il faut cliquer pour réutiliser un champ déjà existant. Éviter les doubles saisies finalement. Oui, tout à fait. Si c'est bon, je fais OK. Et si vous vous souvenez également, dans valider le document, j'avais dit qu'en cas de modification, j'avais un champ préciser la modification ou je sais plus exactement comment je l'avais appelé, mais je voudrais pouvoir l'afficher à mon demandeur pour lui indiquer ce que je veux qu'il modifie. Donc, dans les informations à afficher, je vais pouvoir choisir ici ce champ à modifier, voilà, que j'avais renseigné dans valider le document. Donc là, ici, en tant qu'architecte du processus, on peut dire designer du processus, je vais pouvoir accéder à toutes les variables, à tous les champs qui auront pu être saisis à différents moments du processus. Et là, finalement, on voit qu'on a plus de choses que tout à l'heure, parce qu'on a créé des tâches depuis. Et là, tu vas pouvoir récupérer le champ de la tâche de validation. C'est ça. Et donc là, à nouveau, pareil, j'ai pas besoin de lui indiquer toutes les informations du processus, ce qui risque de le perdre. Je vais quand même pas lui rappeler son propre nom, prénom, document, etc. Juste lui montrer le champ à modifier, lui permettre de modifier les champs en question, et c'est tout. Donc, ce que j'ai fait, si vous n'avez pas suivi, j'ai juste pris la bulle champ à modifier et je l'ai glissé sur l'encart. Et quand c'est bon, je fais OK. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont Question. loupé des choses? Il n'a pas d'alerte. On poursuit. Donc, il n'y a plus que 2 choses à configurer. Ah, alors si j'ai loupé l'affectation, modifier la demande. OK, pas de souci. Alors, sur modifier la demande, l'affectation, c'est exactement la même que ce que j'avais mis sur valider le document. Donc, je suis allé dans l'affectation ici pour la configurer. Je repars à 0. J'ai appuyé sur le plus et j'ai laissé la configuration par défaut qui est initiateur du processus. Ce qui veut dire que la personne affectée sera la personne qui aura lancé le processus. Et quand c'est bon, je fais OK. C'est pareil pour les 2 tâches. OK. Et donc, ce qui nous reste ici, c'est les tâches de service. Alors, je me suis perdu entre le formulaire et la notification dans la tâche de modification du document. Alors, c'est où? Le formulaire de quelle tâche, Virginie? Modifier la demande. Alors, sur le formulaire, c'est ça? De cette tâche-là? Alors, ce que j'ai fait dans ce formulaire-là, c'est assez simple. Je vais même recommencer parce que c'est assez rapide à faire, vous allez voir. Hop. Donc, j'arrive sur le formulaire, c'est vide. Et ce que je veux faire ici, c'est pas créer une nouvelle variable, c'est en importer une existante. Donc, je clique sur la petite chaîne ici et je viens sélectionner les champs du start que je veux importer dans cette tâche de modification. Donc, j'ai sélectionné nom, prénom
et documents. Donc à nouveau, hein, je clique sur importer une variable, start, et je sélectionne les champs. Là, on remet tous les champs du départ, potentiellement. On pourrait ne remettre que le document, par exemple. On s'est dit, bah, tiens, le nom, le prénom, on n'a pas envie qu'il soit modifiable, c'est comme ça, il est modifié. Et on peut ne choisir que les champs que l'on souhaite. Alors, je comprends du coup la question de Virginie qui a précisé. En fait, c'est plus sur qui reçoit quoi, mettre juste le champ qui indique les modifications requises dans la modification ne suffit pas. Alors, c'est assez simple, en fait. Il faut bien distinguer les deux encarts. On le verra tout à l'heure, ce sera beaucoup plus clair, je pense, si on joue le processus. Vous allez voir que dans une tâche, il y a deux colonnes, en gros. En gros, on est passé tout à l'heure un peu rapidement, quoi. Ça, la tâche, il y a deux parties. C'est d'un côté les informations que je donne à l'utilisateur, de l'autre côté les informations que je lui demande de saisir. Ouais, en gros, les informations, c'est ce que je fournis en information à la personne qui réalise la tâche. Donc ici, je veux lui indiquer quels sont les champs à modifier. Par contre, le formulaire, c'est l'action que je propose au réalisateur de ma tâche. Donc ici, en gros, je lui donne la main. Pourquoi ça a été ajouté ça? Je ne sais pas. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en parallèle sur mon processus. Et en fait, le formulaire, voilà, c'est ce qui va permettre à l'utilisateur de modifier les champs que je lui ai demandé de modifier. Du coup, d'un côté, il aura les modifications à faire, et de l'autre, il aura les champs sur lesquels il aura la main de faire les modifications. Merci pour votre question, Virginie. Merci pour toutes les questions aussi. Oui. Alors, si c'est bon, du coup, on va passer aux tâches de service. Alors, les tâches de service, ça englobe également les mails. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est de configurer les différentes notifications d'acceptation par mail. Donc ici, la première étape, c'est de choisir le service que vous voulez utiliser. Donc, vous voyez que j'en ai un certain nombre déjà dans ma bibliothèque. J'ai des services liés à la 3D Experience Platform et d'autres que j'ai configurés moi-même. Je peux venir chercher en haut dans la barre de recherche mail et vous allez trouver mail SMTP. Et il faudra cliquer sur mail, que ça devienne vert. Donc, je rappelle, hein, je suis allé chercher dans la barre de recherche mail. Donc j'ai trouvé mon service mail que je vais sélectionner. Et quand c'est bon, je fais OK. Alors vous voyez que automatiquement, du coup, j'ai un certain nombre de champs qui viennent me demander et qui sont liés au service que j'ai sélectionné. Donc j'ai sélectionné mail. Donc automatiquement, il vient me dire que pour un mail, il faut que je renseigne un destinataire, un objet, un contenu de façon obligatoire et ensuite optionnellement une pièce jointe, DCC, etc. Donc pour le destinataire, alors à chaque fois dans les champs, vous allez voir qu'on a plusieurs possibilités. Soit on remplit des choses en dur, c'est-à-dire que je veux un destinataire fixe, voilà, c'est en fixe, et je peux renseigner une adresse mail. Soit je peux venir faire glisser des bulles pour venir faire quelque chose de variable. Donc, pour faire simple, je vais vous demander de renseigner pour l'instant le destinataire de façon fixe. Donc pour ça, je clique sur le destinataire, je clique sur les réglages, je garde la sélection par défaut sur fixe, pardon, et je vais vous demander de renseigner votre adresse email pour pouvoir tester par vous-même. Pour l'objet, pareil. En fixe, je vais mettre juste notification d'acceptation.
Et par contre, pour le corps du mail, je vais vouloir faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et donc, je vais venir me servir, piocher dans les variables existantes du processus pour venir faire un corps de mail personnalisé. Donc, je vois que dans le processus, j'ai déjà l'information du nom et du prénom du demandeur. Donc, autant m'en servir. Donc, je vais prendre le prénom du demandeur, je clique et je le déplace dans le corps du mail. Et donc, cette fois, je vais pouvoir, dans les réglages, faire une configuration Joule. Donc, Joule, c'est juste pour dire que c'est personnalisé. Et donc, je vais faire OK. Donc là, je vais me retrouver dans un espace de configuration de mail personnalisé. Donc, je vais pouvoir faire comme ça un mix de texte fixe et de variables. Je vous montre tout de suite. Donc, vous avez juste à taper ce qui est fixe. Hop, bonjour. Ça, ce sera toujours bonjour. Par contre, ensuite, je peux sélectionner prénom du demandeur. Hop, j'ai juste à cliquer dessus. Et là, ça vient me remplir avec le prénom du demandeur. Donc ici, ça veut simplement dire que ça viendra remplacer cet espace-là par le prénom qui aura été sélectionné, rempli lors de mon formulaire de dépôt. Et j'ai plus qu'à remplir le reste de mon nom. Donc je répète, hein, j'ai écrit bonjour et j'ai juste cliqué ensuite sur prénom du demandeur pour venir ajouter ce champ variable. Et ensuite, j'ai poursuivi avec ce qui était fixe. Et quand c'est bon, je fais OK. Donc là, c'est bon, j'ai mon destinataire fixe, mon objet fixe et mon corps de mail personnalisé. On peut rajouter aussi peut-être la pièce jointe. On peut même, oui, effectivement, rajouter le document en pièce jointe, si on veut. Histoire de pas dire, ah, pardon, j'ai oublié la pièce jointe. Ouais, ça, c'est quelque chose qui n'arrive plus avec Hyper. Ça n'arrive plus avec Itero. C'est énervant, ça énerve tout le monde. Hein. OK. Bah, et maintenant que vous avez compris le principe, bah, c'est exactement pareil pour la notification de refus. Donc, ça permet de revoir pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Je clique sur notification de refus. Je choisis le service concerné. On voit que là, j'en ai beaucoup. Donc, pour le retrouver facilement, je peux chercher mail dans ma barre de recherche. Je trouve mail SMTP. Je clique. Je fais OK. Et j'ai plus qu'à configurer mes différents champs. Donc, à nouveau, le destinataire dans les réglages, je vais faire quelque chose de fixe. Je veux toujours que le mail me soit envoyé à cette adresse. Alors bien sûr, ce qu'on aurait pu faire, c'est dans le formulaire de départ, demander au demandeur de renseigner son adresse mail et ensuite d'envoyer ce mail à l'adresse mail renseignée. L'objet, pareil, je vais faire quelque chose de fixe. Ce sera une notification de refus. Et pareil, l'objet, je vais faire quelque chose de personnalisé. Mon prénom du demandeur dans la bulle, aller dans les réglages, garder le mode Joule et faire un mélange de fixe et de variable. Et j'ai plus qu'à faire OK. Et à nouveau, je peux effectivement glisser le document dans la partie pièce jointe. Et quand c'est bon, je fais OK. Et donc là, bah, vous voyez que tout est vert. Ça veut dire que j'ai configuré le minimum vital pour que mon process soit déployable et puisse être disponible chez mes utilisateurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'auraient pas encore toutes les boîtes vertes? Au niveau affichage, par contre, je vais relancer parce que voilà.
Et si c'est bon, je vais vous inviter à cliquer sur le petit bouton vert ici, déployer, qui va vous permettre, voilà, de déployer votre première version de processus. Vous voyez qu'à chaque fois, vous pouvez ajouter une note de version. Ça, c'est surtout plus utile lorsqu'on fait des améliorations de processus pour dire ce qui a changé exactement. Ici, vous pouvez mettre les zéros processus. Mais c'est pas obligatoire. Vous faites OK et normalement, vous avez donc un pop-up pour vous dire que le déploiement a réussi. Plein de processus qui sont en train de se déployer, c'est très bon signe. Alors pendant que vous déployez, je vais répondre aux quelques questions que j'ai dans le chat. Et ça va me permettre de montrer quelques fonctionnalités également. Alors David me demande comment on change dans l'interface d'édition, comment on change le type de tâche. Alors déjà ici, vous voyez que mon processus est apparu dans la partie déploiement. Tout à l'heure, on était bien dans les modèles, maintenant il est bien dans la partie déploiement. Ça m'ouvre un certain nombre de possibilités. Déjà de la personnalisation, simplement visuelle, qui me permet de choisir une couleur pour mon processus. C'est les couleurs qu'on voit là. Des tags pour pouvoir le retrouver plus facilement, si je veux que mes processus qui concernent ceci. Et plus important, des rôles. C'est-à-dire que sur chaque processus, de façon individualisée, vous avez la possibilité d'affecter des rôles à des personnes ou à des groupes. Les rôles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pouvoir dire qui a le droit de le lancer. On ne peut pas forcément que tout le monde puisse lancer des processus RH. Et ensuite, qui a des droits de supervision, c'est-à-dire qui peut suivre le processus, qui peut avoir accès à telle ou telle donnée, et qui peut modifier telle ou telle donnée. C'est le rôle de contrôleur dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. Ouais. Une interrogation de David. Oui, j'y réponds tout de suite. Et donc ici, dans les différentes actions possibles, vous avez également un choix de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez suspendre le processus si vous voulez plus qu'il soit lancé. Vous avez un accès à une documentation générée de façon automatique. Donc ça, pareil, vous n'avez plus à j'ai envie de dire familièrement, vous tapez la documentation dès que vous créez un processus, hop, juste parce qu'on vous a dit qu'il fallait tout documenter, etc. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous avez donc la documentation qui est générée avec le diagramme, tous les différents champs, tout ce que vous avez renseigné dedans. Très pratique. Vous avez la duplication du modèle. Si jamais vous voulez, vous avez un collègue qui a fait un processus plutôt sympa et vous voulez repartir de ce processus-là pour vous en inspirer, pour le dupliquer. Vous pouvez les exporter également en différents formats. Comme ça, vous pouvez les exporter d'une instance à l'autre, créer des KPI dessus, le supprimer. Et ensuite, ce qu'on va voir tout de suite pour la question de David, c'est tout simplement la partie faire évoluer le processus qui va vous permettre de faire une V2. Et donc, David me dit qu'il a déjà trouvé. Il a déjà trouvé. Pour ceux qui se poseraient la question, comme quoi c'est vraiment instinctif, vous pouvez basculer en fait de la configuration vers ce que j'appelle donc le schéma page blanche en cliquant sur le gros bouton à gauche, hop, qui vous permet de basculer de l'édition du modèle, qui vous permet de modifier la structure de votre processus, à la configuration qui vous permet de remplir les différents champs. Et donc, David me demandait comment on change le type d'une tâche. Donc, c'est dans cette partie-là, la partie page blanche. Vous pouvez sélectionner une tâche, sélectionner la clé à molette et changer son type. Donc, lui, dans la notification, il avait une tâche humaine. Donc, il avait ça. Et il fallait bien donc cliquer sur la clé et choisir l'engrenage. Hop, c'est bon. Et donc là, on peut considérer que j'ai fait une V2, par exemple, et je peux déployer et dire, effectivement, V2 après modif de la notification. Hop, et donc j'ai mon processus en version 2 disponible pour mes utilisateurs. Et donc là, normalement, vous avez tous
dans la partie Play. Alors, pour trouver la partie Play, vous pouvez cliquer sur le cercle ici en haut à gauche qui vous permet d'accéder aux différentes applications de la 3D Experience. Vous voyez que vous avez normalement un rôle qui s'appelle Business Process Player qui vous permet d'accéder à cette interface Interop Play où vous retrouvez vos différents processus disponibles. Donc, pour le tester, tout simplement, vous allez dans vos processus, vous retrouvez votre processus. Alors moi, c'est celui-là, validation documentaire. Et en cliquant dessus, vous pouvez le lancer. Alors, l'identifiant du processus, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Tout simplement ce qui va vous permettre de lancer un processus avec une clé unique et de pouvoir le retrouver. Alors là, c'est renseigné manuellement, mais aussi on pourra, vous verrez si vous voulez poursuivre avec une démo perso qu'on peut aussi le personnaliser et ne plus avoir à le remplir manuellement. Vous pouvez remplir votre nom. Cet identifiant, au final, c'est celui qui permet de différencier les tâches de différents processus. Je lance 3 processus de validation documentaire. Les tâches seront nommées et différenciables grâce à cet identifiant de processus. Ce qui permet aussi dans le suivi de savoir de quelle validation documentaire on parle. Donc là, vous voyez, alors là j'ai failli, j'aurais presque dû le faire, j'ai failli lancer sans avoir renseigné de document. Vous voyez que Interop me bloque parce que j'ai bien dit que le document était un champ obligatoire, ça évite tout simplement les allers-retours. Ah, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Tu joint dans le mail. Ouais. Je peux démarrer le processus. Et là, dans mes tâches, j'ai une première tâche qui s'appelle valider le document. Et où j'ai donc mes 2 colonnes dont je vous parlais tout à l'heure. C'est beaucoup plus clair depuis Play, je pense. J'ai d'un côté les informations dont j'ai besoin pour remplir ma tâche. Je sais que le demandeur s'appelle Alice Dirossi, qui m'a envoyé ce document-là à valider. Et de l'autre côté, j'ai le formulaire à remplir, où j'ai mes 3 possibilités, valider, refuser, demander une modification. On voit que par défaut, j'ai que le champ, mais si je demande une modification, j'ai le champ à modifier que je dois préciser, et je veux dire que pas trop de sens, mais vous avez l'idée. Et donc, comme j'ai demandé une modification, ça va normalement revenir au demandeur qui aura une tâche modifier la demande. Et je pense que quelqu'un jouait sur mon process. Et normalement, ici, je devrais avoir le formulaire avec les différents champs que je peux modifier. Et il y a peut-être quelqu'un qui modifie en même temps mon processus. Mais c'est pas grave. Après, c'est pas très grave. Là, au final, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, votre processus, vous l'avez designé. Avec design, vous l'avez déployé. Il est utilisable par tous les utilisateurs. Les différents acteurs recevront les assignations et recevront leurs tâches telles que ça a été prévu dans le processus. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on a montré tout à l'heure. Il nous reste 12 minutes. Est-ce qu'on prend le temps d'ouvrir sur d'autres questions, sur des choses peut-être que l'on n'a pas vues en dehors de la manipulation? Ou peut-être sur des problématiques plus individuelles, à la rigueur. Des problématiques un petit peu plus larges. Si vous voulez, on peut aussi ouvrir le micro si vous voulez poser votre question directement à tous. Elle bénéficiera à tout le monde, j'en suis sûr. Et voilà, il reste une petite minute. Ouais. Je sais que 2 heures, c'est un peu dense, mais au moins, vous avez, c'est vraiment l'intérêt d'avoir une première formation gratuite et collégiale sur Interop. On a certains de nos clients d'ailleurs qui utilisent cette session comme onboarding pour les nouveaux arrivants. Je crois qu'il y en a d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Bienvenue à vous chez Sulo. Profitez-en vraiment. Après,
Nous, on vous enverra la présentation. La session a été enregistrée, donc si certains veulent revoir l'exercice, on pourra le partager aussi. Pour rappel, vous aurez accès à l'espace pendant 30 jours. Donc, si vous voulez aussi vous amuser et essayer de créer vos processus plutôt sur un périmètre que vous maîtrisez ou sur des problématiques qui vous occupent. Et voilà, après, pour ouvrir, Ali l'a évoqué tout à l'heure, hein, s'il n'y a pas de questions, on me permet de le proposer. Si vous vouliez creuser un besoin, c'est les cailloux dans la chaussure, les trous dans la raquette, les cailloux sur la raquette, et ça marche aussi. Hein. N'hésitez pas à venir vers nous et on peut voilà, creuser un peu le sujet ensemble et faire des tests ensemble directement en maquettant des process plus personnalisés. Démarrer le processus en informatique pour trouver un dossier PDF. Pas de souci, Sarah. Pas de questions, pas de Non, remarques. si vous avez appris aujourd'hui avec nous, on est ravis d'avoir partagé ça. Merci Ali, merci Romain. On sait que 2 heures, c'est un peu intense, mais voilà, vous repartez quand même avec quelque chose de concret. Donc voilà, profitez-en. Dans 30 jours, tout sera effacé. Donc, si vous avez besoin de faire des exports, n'hésitez pas aussi. Et je suis intéressée par la partie intégration, implémentation de l'ITEROP chez les clients, s'il y a d'autres formations. Bah, après, nous, on a tout un parcours de formation plus poussé selon, voilà, selon le niveau que vous désirez avoir aussi et l'autonomie que vous voulez acquérir. Et voilà, ça, je laisserai Romain aussi continuer potentiellement avec certains. C'est ce que j'allais dire, du coup, Marilou. Je pense que dans le mail qu'on enverra à tout le monde, on enverra aussi nos coordonnées. Ouais. Et a priori, il y a une personne aussi de chez Dassault Systèmes qui prendra contact avec vous directement à l'issue du webinaire. Et donc, si vous aviez d'autres questions et envie de pousser un petit peu plus l'expérience, disons ça comme ça, n'hésitez pas à le notifier et on sera ravis de continuer la relation. Oui. En tout cas, merci à vous. Vous avez été nombreux à rester jusqu'au bout. Donc, on est très contents et voilà, on espère vous recroiser très bientôt sur d'autres événements physiques ou virtuels. À très Merci à bientôt à tous. tous. Au revoir. Au Merci revoir. à tous.